je vais vous proposer de commencer sans plus tarder afin que nous puissions optimiser et potentialiser toute cette matinée avec vous. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour notre webinaire qui porte aujourd'hui sur la présentation des résultats de la 3e édition du baromètre sur la perception de l'emploi des personnes handicapées. 3e baromètre initié en partenariat depuis maintenant quelques années donc avec notre partenaire privilégié qui est l'IFOP. Et j'ai le plaisir de compter ce matin parmi nous Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui nous fera le plaisir dans quelques minutes de nous présenter ses premiers résultats. Vous dire également que cette matinée permettra de compter sur la présence de 2 femmes fortes, 2 femmes qui vont pouvoir dialoguer avec nous ce matin, échanger sur les résultats de ce baromètre, avec le plaisir pour moi ce matin très particulier de recevoir Fabienne Jégu. Fabienne, vous êtes conseillère de la Défenseure des droits, vous êtes spécialisée sur le champ du handicap et vous avez une expertise reconnue par tous dans ce domaine. Bonjour Fabienne. Bonjour Véronique, bonjour. Et nous comptons également sur l'expertise, l'absolu engagement de notre présidente, Malika Bouchiwa. Malika Bouchiwa, qui est elle-même DRH d'un grand groupe et qui préside l'AGEFIP depuis maintenant 2 ans et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour Présidente. Bonjour Véronique. Je vais vous proposer tout d'abord de vous rappeler peut-être un peu le contexte de ce baromètre. Donc ce baromètre a été mis en place il y a maintenant 3 ans. C'est un baromètre qui va interroger différentes cibles, des dirigeants, des salariés, le grand public, et peut-être vous dire que ce baromètre est assez différent des webinaires que l'on a pu faire au cours des 3-4 derniers mois, puisque on était en partenariat à aller interroger le vécu des personnes en situation de handicap sur le confinement, le déconfinement et leur retour à l'activité, on va dire, presque normale. Et puis, cette séquence, elle est très différente puisque c'est une séquence qui va s'interroger à d'autres cibles, puisque, comme je vous le disais, on va s'interroger sur finalement les représentations et les perceptions des dirigeants d'entreprise, les perceptions du grand public et les perceptions des salariés. Donc, on a été interrogé une autre cohorte de public et on est sur d'autres questions, d'autres cibles. Donc, je le précise en introduction puisque on a ce partenariat très étroit avec l'IFOP et pour ne pas générer de confusion, c'était important de vous le poser d'emblée dans le cadre de ce webinaire. Vous dire que ce baromètre est pour nous l'occasion de mieux saisir les difficultés et les besoins qui sont liés au recrutement de l'emploi des personnes handicapées et puis identifier finalement ce qui fait sens pour ceux qui recrutent, pour ceux qui sont dans l'environnement finalement de l'emploi des personnes handicapées. Et pour nous, ce baromètre est un indicateur qui est extrêmement précieux parce qu'il nous permet de sentir finalement à la fois les tendances, les évolutions et les changements de notre société. Et ça nous permet d'agir pour une société plus inclusive. Et donc, ce baromètre est pour nous, dans cette période en plus très particulière qui nous préoccupe tous sur finalement, est-ce que le regard change, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'on a des craintes qui peuvent se révéler? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons nous attacher. Et sans plus attendre, je vais proposer à Frédéric Dabi de bien vouloir nous présenter les résultats de cette nouvelle salve de résultats concernant ce baromètre dont on attend beaucoup d'enseignements. Merci beaucoup Frédéric, à vous la parole. Merci chère Véronique, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous présenter effectivement les résultats. Voilà, voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez bien mon écran? Parfaitement. Parfait, merci Véronique. Donc, bonjour à toutes et tous. Madame la Présidente Malika Bouchiwa, je suis extrêmement content d'être parmi vous ce matin pour vous présenter donc effectivement les principaux enseignements de cette 3e vague IFOP AGEFIP du baromètre de l'emploi sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Un baromètre initié en 2018, c'est la 3e vague, donc on peut raconter une histoire et surtout voir les éléments d'impact du contexte particulier que le pays vit depuis cette crise
de la Covid. Véronique a eu raison de le préciser, ça n'a rien à voir avec les enquêtes qu'on a faites au printemps pendant le premier confinement qui étaient ciblées auprès de personnes en situation de handicap sur leurs conditions de vie, sur leurs difficultés dans la vie quotidienne du fait du confinement et de la crise sanitaire que le pays connaît. Là, il s'agit plutôt de déterminer l'état de l'opinion sur les représentations associées à l'insertion des personnes en situation de handicap, quels éléments sur leurs intégrations dans le monde de l'entreprise, quels sont les freins, quels sont les atouts, et puis bien sûr, je le disais, dans ce contexte très particulier de la crise de la Covid-19, dont on a vu les effets auprès des personnes en situation de handicap au printemps dans les enquêtes spécifiques dont je viens de parler, avoir les éléments d'impact de cette crise. Alors, Véronique en a parlé, donc si j'arrive à passer une diapositive, ça peut être sympathique. Voilà, on a parlé. Je rappelle quand même la méthodologie qui est une méthodologie ambitieuse puisqu'on n'est pas sur une enquête mono-cible, mais sur un dispositif méthodologique inchangé selon 3 cibles avec le même protocole méthodologique pour pouvoir garantir d'une part une parfaite comparabilité des résultats d'une année à l'autre et de suivre dans le temps des grands indicateurs dont on parlera tout à l'heure. 3 cibles interrogées, des dirigeants et des responsables de ressources humaines. 400 ont été interrogés du 19 au 26 octobre, avant l'annonce présidentielle du 28 octobre sur le deuxième confinement. Un échantillon de salariés qui a été interrogé du 26 au 29 octobre, de 1004 salariés, ce qui permet d'avoir des résultats assez probants selon la catégorie sociale, selon la segmentation publique-privée, et puis un échantillon plus grand public, plus éloigné de la question du handicap, une mini-France qui a été constituée selon la méthode des quotas. Donc, c'est toujours l'idée de voir les éléments de convergence, les éléments de décalage entre nos 3 cibles, dirigeants et responsables RH, salariés et auprès de l'ensemble des Français. Donc, on va passer ensemble les principaux résultats de cette enquête. Et d'abord, une partie introductive sur les représentations associées à l'emploi, à l'embauche des travailleurs handicapés, des personnes en situation de handicap. Et une question nouvelle posée spécifiquement auprès des dirigeants d'entreprise sur les perceptions associées à l'insertion et l'emploi des personnes handicapées. La question est posée directement et vous allez le voir, il y a des perceptions, il y a des représentations ambivalentes. D'un côté, c'est très positif. La première idée qui sort le plus, qui est partagée par 3/4 des personnes interrogées, c'est l'idée que l'insertion et l'emploi des personnes handicapées sont d'abord une opportunité de s'ouvrir à des nouveaux profils, mais quasiment et exactement au même niveau, c'est vu clairement, spontanément, comme une difficulté objective du fait de la nature des postes que vous proposez. Cette question qu'on a vue historiquement avec la GIFIP de l'inadéquation perçue, mais qui n'est peut-être pas réelle, de l'offre d'emploi à la demande. Donc, des représentations ambivalentes. De la même manière, quasiment au même niveau de citation à 2 points près, c'est une obligation sociale imposée par la loi, donc un point de vue peut-être un peu distant de la part des personnes, mais aussi au même niveau une charge supplémentaire dans l'organisation de l'entreprise et de l'établissement. Il y a quand même, et je trouve ça assez intéressant, une majorité de dirigeants d'entreprise qui reconnaissent pour autant des apports positifs liés à l'embauche de personnes en situation de handicap. Vous le voyez, c'est d'abord une manière de stimuler la performance et l'innovation du fait des aménagements sans doute qui sont mis en place pour insérer, accueillir ces personnes, 59%. C'est une évidence et je trouve que cet item est quand même très fort puisque la politique est intégrée à la stratégie de l'entreprise à 58%. Un dirigeant sur 2, et notamment dans les PME de 20 salariés et plus, pas dans les TPE, on verra l'équilibrage sur les tailles d'entreprise, une opportunité de faire progresser son entreprise. Et symboliquement, ce qui arrive en bas de tableau à un niveau faible, même si ce n'est pas rien, 25% dans le contexte que l'on connaît, mais c'est faible compte tenu justement de ce contexte, une contrainte budgétaire. Donc des perceptions assez ambivalentes, mais quand même à un niveau majoritaire, la reconnaissance d'atouts spécifiques, de bénéfices liés à l'emploi des personnes handicapées. Autre question qui est cette fois-ci un indicateur historique du baromètre IFOP-AGFIP, quelles difficultés perçues pour embaucher des personnes handicapées? Et là, clairement, ce qui frappe, c'est que le total difficile est majoritaire. Il varie de 10 points entre nos 3 cibles. Quand même, des éléments de nuance assez intéressants. La part des personnes du grand public, des salariés et des patrons qui jugent ça très difficile est assez marginale, entre 9 et 14%. Surtout, on a, par rapport aux années précédentes, des évolutions intéressantes et encourageantes, surtout
au regard du contexte économique que le pays connaît, puisque le sentiment de difficulté recule de 5 points en un an sur la cible salariée. Elle recule de 9 points. De 9 points, c'est vraiment beaucoup sur une année auprès de la cible dirigeant d'entreprise. Par contre, on a une évolution antagoniste auprès du grand public, puisque on a le sentiment que ça va être plus difficile. Et là, c'est très clairement un effet Covid, un effet contexte, puisque seulement une perception qui est liée au durcissement perçu du marché de l'emploi du fait des conséquences économiques de la crise de la Covid. Il ne faut pas oublier que la crise économique qui arrive, les Français, contrairement à des crises économiques passées, l'ont intériorisée, anticipée et s'y préparent, ce qui peut expliquer que dans leur imaginaire, ce serait plus compliqué pour des personnes en situation de handicap d'être embauchées. Ce qui est intéressant, c'est que cette évolution n'est pas celle observée auprès des salariés et surtout auprès des dirigeants d'entreprise. D'ailleurs, plus précisément, auprès des dirigeants d'entreprise, je le disais, 9 points de difficulté en moins, c'est beaucoup sur une année. On a des secteurs où les difficultés restent plus fortes que la moyenne, l'industrie, le BTP, selon également la taille d'entreprise. C'est plus facile dans les TPE, ce qui n'est pas rien. Il faut toujours rappeler que les TPE, c'est 93 à 94% du tissu entrepreneurial français. C'est plus compliqué auprès des petites PME, 20 à 49 salariés. Et puis, c'est intéressant de voir que quand l'entreprise a recours au service de l'AGFIP, le sentiment de difficulté moyen baisse nettement, puisqu'il est quasiment autour des 50%, contre 64% pour les entreprises qui n'ont pas recours au service de l'AGFIP. Alors, une autre question historique sur l'évolution de l'image des personnes handicapées. Question historique, non, c'est une question qu'on avait posée qu'une seule fois, pas au cours des 3 éditions. Est-ce que l'image, la projection des personnes handicapées s'est améliorée, s'est dégradée, s'est restée stable dans 3 univers, le monde de l'entreprise au sein de sa propre entreprise et pour le grand public au sein de la société française. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a un regard assez homogène, voire quasiment confondu. Ce n'est pas une erreur de chiffres, c'est les mêmes chiffres qui sont sortis sur le monde d'entreprise auprès des salariés et auprès du grand public, avec quand même un sentiment de dégradation qui est faible, qui est en dessous de 10%. Le fait majeur, et ce qui est très intéressant et très encourageant, c'est qu'une nette majorité de dirigeants d'entreprise ont le sentiment que l'image des personnes en situation de handicap s'est plutôt améliorée depuis 3 ans. 55%, c'est un chiffre majoritaire, c'est un chiffre très fort, et surtout, la part perçue chez les dirigeants d'entreprise ou les directeurs de ressources humaines qui sont en lien avec le monde de l'entreprise, de l'insertion des personnes en situation de handicap, la dégradation n'est que de 3%. Alors, c'est un peu moins spectaculaire au sein de sa propre entreprise, puisque le 55% devient 31%, ce qui est plus faible, mais quand même, 31%, 3 dirigeants sur 10 qui a l'impression que dans sa propre entreprise, l'image des personnes handicapées s'est améliorée, 1% seulement qu'elle s'est dégradée, c'est assez spectaculaire. Auprès du grand public, au sein de la société française, on a des chiffres qui sont assez proches de ceux observés pour ce qu'il nous disait dans le monde de l'entreprise. C'était 32% d'un côté, ça monte à 36%. Mais le fait majeur, c'est ce regard qui change assez spectaculairement d'une année à l'autre chez les dirigeants d'entreprise. Et d'ailleurs, auprès des dirigeants d'entreprise, quelle disposition à embaucher davantage de personnes en situation de handicap? Là, on a une réponse assez massive, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, à 67%, un peu plus, se déclarent prêts à embaucher davantage de personnes en situation de handicap. Ce qui est très intéressant, c'est l'évolution. On avait observé avec inquiétude l'année dernière un tassement de l'intention d'embaucher, ce n'est bien sûr qu'une intention, et là, on a un niveau jamais atteint depuis la création de ce baromètre, alors que c'est contre-intuitif. On se dirait que malgré la crise, on n'aurait pas envie d'embaucher des salariés d'une manière générale et des personnes en situation de handicap en particulier. On a au contraire un chiffre jamais vu avec clairement, c'est assez spectaculaire de le noter, de le relever, une intention d'embaucher qui progresse au fur et à mesure de la taille de l'entreprise, 64% dans les petites DPE et plus de 90% dans les entreprises de 50 salariés et plus. Alors, au-delà de ces indicateurs généraux que vous connaissez, des perceptions plus précises associées à l'intégration en entreprise des personnes en situation de handicap, des travailleurs handicapés. Et d'abord, un indicateur historique qui ne bouge pas fondamentalement, mais il y a quand même quelques évolutions encourageantes. Est-ce que quel degré d'intégration
en fonction de la nature du handicap. Et comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, les résultats attestent d'une hiérarchie entre les différents types de handicap, s'agissant de l'accès à l'emploi et de l'intégration dans l'entreprise. Le sentiment qu'il est facile d'intégrer les personnes en situation de handicap est majoritaire, ou en tout cas l'intégration est perçue comme la moins difficile s'agissant d'un handicap auditif. S'agissant d'une maladie invalidante, on a des résultats assez homogènes, mais c'est intéressant de noter que sur une maladie invalidante, ce sont les dirigeants d'entreprise qui sont les plus nombreux à nous dire que c'est facile, et surtout, l'évolution est de 12 points. 12 points de plus par rapport à l'année dernière, 5 points de plus sur un handicap auditif. Quelque chose cette année a bougé par rapport à l'année dernière. Bien sûr, on attendra confirmation de la vague de 2021. On a des perceptions plus contrastées, ou plutôt une intégration moins facile sur le handicap moteur et sur le handicap visuel. Mais sur le handicap visuel, ce qui frappe, c'est un sentiment de facilité faible chez les dirigeants d'entreprise, puisqu'on anticipe sans doute des aménagements liés à l'accessibilité pour un handicap moteur et surtout pour un handicap visuel. 10% seulement des dirigeants jugent que l'intégration est facile. Et au bas de tableau, comme l'année dernière, j'ai envie de dire, malheureusement, ce sont les handicaps liés aux troubles cognitifs, les handicaps psychiques et mentaux qui, dans l'imaginaire des personnes interrogées, sont perçus comme les plus difficiles à intégrer dans une entreprise. Une vingtaine de pourcents pour les troubles cognitifs, entre 8 et 14% pour un handicap psychique et mental. Mais ce qui est encourageant auprès des dirigeants d'entreprise, c'est qu'on a gagné 10 points sur les troubles cognitifs entre 2018 et 2020, une progression de 10 points. Ça bouge, même si ce sont ces handicaps qui sont perçus comme les plus difficiles à faire entrer dans l'entreprise. Et dans ce cadre-là, l'AGFIP a un rôle fondamental d'explication, de pédagogie et de dédramatisation de ces handicaps. Autre élément plus qualitatif, au-delà de ces types de handicaps, quelles sont les difficultés perçues pour une personne en situation de handicap dans sa vie professionnelle? On le voit, il y a beaucoup de rouge malheureusement dans ce tableau. Les difficultés sont nombreuses, avec des perceptions, des constats qui sont très similaires entre le grand public et les salariés, ce qui est un fait inquiétant. 2 types de problèmes, entre guillemets, émergent majoritairement. D'abord, ce qui a trait à l'évolution professionnelle, qui, vous le savez, est une attente majeure du salariat français. On a 67% du grand public, 61% des salariés qui jugent que pour un salarié handicapé, c'est difficile de progresser au sein de la hiérarchie. Même chose pour même si c'est un degré moindre, s'agissant du management, avec une majorité jugeant cela difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'auprès des dirigeants d'entreprise, ces difficultés sont minorées, sont beaucoup moins citées, 46% seulement sur la progression professionnelle, 54%, même si c'est majoritaire, pour la capacité à intégrer une équipe, et le décalage grand public salarié d'un côté, dirigeant de l'autre, est abyssal, et ce qui est une très bonne chose sur se faire respecter par les autres salariés. On a quasiment une trentaine de points d'écart entre grand public et salariés d'un côté, dirigeants d'entreprise de l'autre. Par contre, sur le fait d'accomplir les tâches courantes, on a un constat d'inquiétude ou de sentiment de difficulté majoritaire selon les 3 cibles, ainsi que l'épanouissement professionnel, même si c'est moins cité par les dirigeants d'entreprise. Mais ce qui est encourageant, je le disais sur d'autres questions, c'est qu'on a des petits mouvements qui vont dans le bon sens. Auprès des salariés, 5 points de moins de difficultés en 2 ans sur l'épanouissement professionnel, 5 points de moins en 2 ans sur la progression au sein de la hiérarchie. Et puis, ce qui est très intéressant, on avait observé l'année dernière des hausses assez préoccupantes auprès des patrons. Non seulement ces hausses ne se sont pas confirmées, et on retrouve des étiages inférieurs à ce qu'on mesurait en 2018. 34% seulement de difficultés pour l'épanouissement professionnel, 16% seulement, c'est au plus bas sur se faire respecter par les autres salariés. On a quand même 15 points de gagné, si je puis dire, entre 2019 et 2020. Alors, au-delà des perceptions, des représentations, des types de handicap, des difficultés, concrètement,
auprès des salariés qui ont au moins un collègue en situation de handicap, auprès des dirigeants dans l'entreprise qui ont au moins une personne en situation de handicap. Quel regard, quel impact de cette personne sur le regard qu'on a à l'égard du handicap? Et très clairement, on a des évolutions positives. Une majorité de salariés qui ont au moins un collègue handicapé ont le sentiment que ça a contribué à changer leur regard à 52%. Alors, il y a bien sûr 48% qui disent non. Est-ce que c'est parce qu'ils les rejettent? Mais aussi, c'est parce que déjà, peut-être avec-ils un regard déjà positif. C'est moins, l'effet est moins spectaculaire pour les dirigeants, mais qui ne voient pas leurs salariés peut-être tous les jours. Mais on a quand même 4 sur 10, presque 38%, qui considèrent que leur regard a changé. Et quand on est plus qualitatif, auprès des salariés côtoyant dans leur entourage des personnes en situation de handicap, qu'est-ce qui a bougé, quels ont été les effets positifs ou pas? Ce qui frappe dans la hiérarchie, c'est qu'on voit indéniablement la reconnaissance des faits positifs, une certaine stimulation. Vous le voyez, 80%, 4 points de plus par rapport à l'année dernière, on considère que travailler aux côtés d'une personne concernée par un handicap est l'occasion de se renouveler, de mettre en place des nouvelles manières de faire. Quasiment le même chiffre, également 4 points de plus par rapport à l'année dernière, nécessite des aménagements concrets. Bien sûr, on a 60% qui considèrent que ça ne change rien, peut-être avec une certaine indifférence, mais les items négatifs, le fait que ça ralentisse dans son quotidien, le fait que ça crée des tensions dans l'équipe, n'ont jamais été aussi peu cités. Il faut le dire et le déplorer. On a malheureusement sur cette question un clivage générationnel. Ce sont les salariés les plus jeunes qui sont en gros un gros tiers à considérer que travailler aux côtés d'une personne concernée par un handicap ralentit dans son quotidien, voire crée des tensions dans l'équipe, moins de 35 ans, et également dans les TPE. Troisième partie de cette enquête, quelle réponse, notamment émanant de mesures des pouvoirs publics, à apporter pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap. Et on a une question sur les attentes, les facteurs incitatifs permettant d'embaucher davantage de personnes en situation de handicap. Ce qui est intéressant, c'est que cette question avait été posée l'année dernière. On a clairement une hiérarchie qui ne bouge pas, qui est figée. La première attente, le premier facteur incitatif serait une meilleure adéquation de l'offre à la demande, c'est-à-dire l'accès à des profils correspondant davantage aux besoins des dirigeants d'entreprise. On a à réponse équivalente une dimension plus publique, relevant des politiques publiques, 22% l'appui d'organismes spécialisés pour l'intégration, 20% des démarches administratives plus simples et facilitées. Ce qui est intéressant, c'est que l'attente d'appui d'organismes spécialisés est plus fort, il atteint 30% pour les entreprises ayant recours aux services de l'AGEFIP. On a pu conjoncturellement faire réagir nos trois cibles, en tout cas la cible des dirigeants et la cible du grand public, à leur jugement sur l'aide pour l'embauche d'un travailleur en situation de handicap. Le gouvernement a annoncé récemment la mise en place d'une aide de 4 000 euros. Comment on juge cette mesure? D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que la notoriété est relativement optimisable. Elle concerne 43% des dirigeants d'entreprise et 28% du grand public. Cette mesure doit trouver son public, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est jugée comme juste. Elle n'est pas vue sur l'angle de la discrimination positive, mais c'est une mesure juste. On sait très bien, dans l'imaginaire des Français, l'importance de l'égalité, l'importance du sentiment de justice. On a également une majorité de personnes, 58% pour les dirigeants, 65% pour le grand public, à considérer que cette mesure volontariste aura un impact réel sur le niveau d'emploi des travailleurs handicapés. Et puis, auprès des seuls dirigeants, c'est bien sûr, il faut être prudent, du déclaratif, mais ce n'est pas rien. Un tiers considère que cette mesure pourrait réellement les inciter, leur donner envie d'embaucher une personne en situation de handicap, 33%, qui monte même à 40% dans les TPE de 10 à 19 salariés. Alors, deux questions sur l'impact perçu de la crise du coronavirus, moins sur l'aspect vie quotidienne, puisque, comme Véronique le disait, on l'a largement investigué auprès des PSH au printemps pendant le premier confinement et au moment du déconfinement. Mais est-ce que les dirigeants d'entreprise, d'une part, ont mis en place des mesures spécifiques pour protéger leurs salariés
en situation de handicap d'une contamination au Covid? La réponse est nette. Alors, on est sur un échantillon de dirigeants qui ont un salarié en situation de handicap. Moins d'un quart l'a fait. Moins d'un quart l'a fait. Et ça rejoint ça paraît plutôt en décalage avec la perception du grand public. Ce ne sont pas des salariés, mais dedans, il y a bien sûr beaucoup de salariés, concernant la vulnérabilité des personnes en situation de handicap qui ont le sentiment aux 2/3 que les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, sont plus vulnérables au développement de formes graves de la maladie ou au risque de contamination, 2/3, dont 45% attendant même que les pouvoirs publics et les employeurs adoptent des mesures spécifiques pour protéger ces salariés en situation de handicap. Une question sur l'impact de la crise économique sur les travailleurs handicapés. Clairement, elle est posée auprès des dirigeants d'entreprise. Et là, on a un décalage très, très intéressant. Pour les dirigeants d'entreprise, dans les entreprises en France, pas la leur, ils ont le sentiment que les travailleurs handicapés vont être plus impactés parce que plus fragiles, peut-être moins employables. Donc, 63%, ils vont être plus impactés par la crise. Mais dans sa propre entreprise, on a un jugement pessimiste nettement moins fort. On passe de 63% d'impact négatif pour les PSH à seulement 9%. Et la réponse massive à 89%, c'est un item refuge. Non, il n'y aura pas d'impact particulier. On voit très bien que le facteur distance et le facteur proximité de la question des PSH peut nettement influer les réponses. Enfin, une dernière question sur la connaissance des handicaps visibles qu'on avait, je crois, mais Véronique, vous me contredirez, je crois, jamais posé ensemble sur est-ce que on perçoit ce qu'on appelle les handicaps visibles. On a expliqué dans la question, certains handicaps sont invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas apparents pour l'entourage, mais ont un impact sur la qualité de vie des personnes concernées. Est-ce qu'elle est, d'après le grand public, d'après les salariés, la proportion des handicaps invisibles? Et ce qui est vrai, c'est une véritable, dans ces résultats très spectaculaires, une véritable minimisation de la part des handicaps visibles et invisibles, puisque pour 80%, pour seulement 7% des personnes interrogées, grand public, salariés, 80% des handicaps déclarés sont invisibles, ce qui est la bonne réponse, mais ils ne sont que 7% à citer ça. Ils sont plutôt à être sur, pour une majorité d'entre eux, absolue ou relative, à dire que 40% des handicaps déclarés sont invisibles. Là aussi, on a une vraie minimisation du phénomène. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cette 3e édition du baromètre, qui est moins préoccupant, si je puis dire, que l'année dernière, alors même qu'on a un contexte économique qui est particulièrement compliqué pour le salariat français, notamment pour les catégories fragiles, la catégorie des 25-34 ans en insertion et les 50-64 ans. Mais tout se passe comme si les dirigeants d'entreprise, le grand public et les salariés, surtout les dirigeants d'entreprise, étaient, nonobstant ce contexte, toujours dans une logique d'intégration plus forte des personnes en situation de handicap, même si on l'a vu, il reste des freins dans le type de handicap et il reste des freins selon les missions et les capacités des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Mais une fois de plus, on voit que plus on a dans son entourage des salariés en situation de handicap, plus le sentiment d'intégration réussie et forte s'élève à un niveau élevé auprès des personnes interrogées. Je vous remercie et tout à l'heure, bien sûr, je serai prêt à répondre à des questions au-delà de cette présentation un peu rapide. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation extrêmement dynamique et riche d'enseignements pour nous tous. C'est pour nous effectivement une salve de questions et de résultats qui est extrêmement précieuse. Je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui dans la 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, avec une préoccupation supplémentaire qui est celle de à la fois la crise sanitaire et cette nouvelle période de reconfinement qui vient réinterroger, réinterpeller, et vous le soulignez à raison, la partie terrain, on va dire, de cette consultation, de cette enquête, a été menée à l'aube du reconfinement et elle est pour nous riche d'instructions et d'enseignements. Pour aller un peu plus loin, je vais donner la parole à Fabienne Gégu. Donc Fabienne, vous êtes conseillère auprès de la Défenseure des droits. Vous avez un engagement très spécifique. Peut-être que vous pouvez nous expliquer, Fabienne, du Défenseur des droits,
d'emploi, sur les questions de discrimination et de l'égalité. Et peut-être en 2 mots, dire le rôle du défenseur des droits, le rappeler, avant de vous appeler à réagir sur ces premiers enseignements qui sont portés par Frédéric. Ah, Fabienne, votre micro. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier au nom du Défenseur des droits de nous avoir invités à participer à cet échange. Et s'agissant de l'emploi et de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap, vous le savez, c'est une question qui est très importante pour l'institution du Défenseur des droits. La question de l'emploi des personnes en situation de handicap est interrogée par l'institution du Défenseur des droits, pas tellement sous l'angle de l'obligation d'emploi, ce n'est pas vraiment sous cet angle-là que nous nous positionnons sur cette question. Traditionnellement, c'est vrai qu'en France, on a tendance à parler de l'emploi des personnes handicapées essentiellement sous l'angle de l'obligation d'emploi. Les questions qui nous viennent et sur lesquelles nous sommes amenés à intervenir sont des questions liées aux discriminations vécues par les personnes handicapées en matière d'emploi. Alors, juste peut-être, effectivement, pour rappeler, le Défenseur des droits est une institution qui a vocation à intervenir pour globalement défendre les droits et les libertés des personnes dans un certain nombre de domaines, les relations avec les services publics, les discriminations, défense des droits de l'enfant, déontologie de la sécurité et défenseur d'alerte. C'est au titre de sa mission de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité que le Défenseur des droits intervient essentiellement sur les questions d'emploi. En matière de handicap, pour vous donner des éléments un peu plus précis, le handicap est depuis maintenant plusieurs années le premier critère de discrimination sur lequel le Défenseur des droits est saisi. Donc, quand je parle de handicap, et si j'ajoute bien à ça le critère de l'état de santé, bien évidemment, on a un nombre très important, ce qui représente plus du tiers des réclamations qui sont adressées aux défenseurs des droits chaque année. Et s'agissant des discriminations fondées sur le handicap, il faut savoir que l'emploi est le premier domaine dans lequel s'exercent ces discriminations. Autrement dit, c'est dans ce domaine-là que nous sommes majoritairement saisis, ce qui doit représenter pas loin de 40% des réclamations liées aux discriminations en matière de handicap. Donc voilà, ça c'était important pour resituer cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui est pour nous essentielle, que nous suivons vraiment de façon très, très précise. Et j'y ajouterai aussi un élément pour vous montrer que ça fait partie vraiment des sujets que nous suivons. Il y a également chez le Défenseur un baromètre. Nous réalisons également un baromètre annuel depuis maintenant une dizaine d'années en lien avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur la perception des discriminations. Et donc, bien évidemment, la situation des personnes en situation de handicap est régulièrement interrogée dans le cadre de ce baromètre sur la perception des discriminations. Et plus particulièrement en 2017, nous avions donc fait une focale sur le handicap. Et là, c'est assez intéressant aussi de voir que les discriminations en matière d'emploi des personnes handicapées, ce qui ressortait de ce baromètre, c'était que le fait d'être en situation de handicap multiplie par 3 la probabilité d'être discriminé, que parmi les personnes en situation de handicap qui se disent discriminées en emploi, il y a une très forte proportion de femmes en situation de handicap. Ça, je crois que la dimension genrée de cette approche est excessivement importante parce que les personnes, dans la perception que l'on peut avoir de l'emploi des personnes en situation de handicap, il est intéressant d'avoir aussi des questions autour de la perception de l'emploi des femmes en situation de handicap. Et on voit qu'elles sont particulièrement concernées. Et un élément aussi très important qui ressortait de ce baromètre, qui ressort de nos saisines également, c'est que les discriminations concernent principalement le déroulement de carrière
et le maintien dans l'emploi. Et finalement, peu l'accès à l'emploi. Alors, je relativise tout de suite ces éléments. Ça ne veut pas dire qu'il ne se produit pas de discrimination en matière d'accès à l'emploi. Ça veut simplement dire que nous sommes majoritairement saisis de situations de discrimination dans le cadre de l'emploi, du déroulement de carrière. Donc, en fait, ce que je voulais vous proposer, effectivement, par rapport à cette enquête de l'IFOP et de la GFIP, qui est vraiment extrêmement intéressante par rapport à la perception que l'on voit de ces différents, que ce soit les employeurs, que ce soit les salariés, le grand public, c'est extrêmement intéressant de voir comment aujourd'hui l'emploi des personnes en situation de handicap est perçu. Et je trouve que cette enquête est quand même extrêmement rassurante. Vous l'avez souligné voilà, dans le contexte actuel de surcroît. Peut-être, alors, non pas moi, en me positionnant sur la réalité de cette perception, mais peut-être en apportant un éclairage au vu à la lumière, justement, de ce que nous avons comme saisine, les situations que nous traitons et comment, justement, j'ai ressenti les éléments de cette enquête au regard de ce que nous pouvons constater dans le cadre des saisines du Défenseur des droits. Alors peut-être tout d'abord, je voulais réagir sur les idées associées à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées. On le voit, ce qui ressort de l'enquête, c'est quand même que encore aujourd'hui, hein, même si on dit que bon, ça apporte quelque chose de plus à l'entreprise, on voit encore que ça semble difficile, hein. L'emploi n'est pas encore perçu comme quelque chose d'évident, comme quelque chose de facile. On en parle comme d'une contrainte légale, comme d'une charge supplémentaire dans l'organisation de l'entreprise, comme une contrainte budgétaire. Alors, bon, évidemment, chez le Défenseur des droits, ça aussi, c'est peut-être un élément que je veux mettre en évidence tout de suite, hein, pour bien comprendre le sens de mon propos. Clairement, les informations que nous avons proviennent de situations de personnes qui nous saisissent parce qu'il y a un problème, hein, parce qu'elles sont discriminées. Quand les personnes vont bien, elles ne nous saisissent pas. Donc, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Et nécessairement, notre regard, il est forcément un peu biaisé par cette approche qui est celle de personnes qui se disent quand même comment dire, victimes de discrimination, en tout cas en difficulté dans leur emploi. Alors, cette perception négative, enfin que moi j'ai quand même lu comme étant négative, hein, dans les réponses qui sont faites dans l'enquête, on peut dire que ce que nous constatons, nous, c'est qu'elles peuvent parfois se traduire par des pratiques stigmatisantes, hein, alors, il ne s'agit pas non plus de généraliser, mais c'est quand même quelque chose que nous notons de façon assez récurrente. Donc, des pratiques stigmatisantes, voire discriminatoires, qui sont liées. Et là, souvent, on a fait le lien avec la quête du quota d'emploi, c'est-à-dire le fameux quota de 6%. Et là, je fais le parallèle avec les résultats de l'enquête où on dit, oui, c'est une contrainte, une obligation légale d'embaucher des personnes handicapées. Et effectivement, nous constatons dans un certain nombre de situations que, encore aujourd'hui, ce quota est perçu comme une obligation à laquelle les employeurs sont tenus de répondre, et donc avec des pratiques, je vous disais, qui sont plus ou moins stigmatisantes, comme par exemple inciter des personnes à se déclarer au titre de leur handicap, alors même qu'elles sont pour certaines dans l'emploi dans l'entreprise même, depuis très longtemps, qu'elles n'ont pas nécessairement envie de se faire reconnaître comme personnes en situation de handicap, parce que leur poste de travail ne nécessite pas non plus forcément d'aménagement spécifique. Et par conséquent, on voit quand même des démarches qui sont faites auprès des personnes pour qu'elles se fassent reconnaître travailleurs handicapés. On note aussi parfois une tendance à limiter les recrutements à certaines personnes parce qu'elles rentreraient dans l'obligation d'emploi. Vous voyez, ça, c'est toujours cette quête du quota qui peut être interrogée. On a aussi la tendance et là, ça rejoint certains éléments de l'enquête aussi, à
à positionner les personnes handicapées par rapport à la représentation que l'on a de leurs capacités, de leurs compétences, à les positionner sur des postes parfois sous-qualifiés, des postes subalternes, sans s'interroger sur leurs réelles capacités, au moyen des aménagements qui pourraient être mis en place pour leur permettre d'exercer leur emploi. Et puis ça, là aussi, on a souvent des réclamations qui nous proviennent de personnes qui disent: «Bon voilà, j'ai été embauchée, je suis dans l'entreprise, mais je n'ai pas les mêmes chances d'évolution de carrière que les autres salariés», et vivent leur handicap comme étant un frein dans l'évolution de carrière, avec une façon un peu caricaturale de résumer les choses, mais qui consiste en gros à dire: «Bon, maintenant que l'employeur m'a embauché et qu'il a plus ou moins à travers moi, non pas forcément atteint son quota, mais en tout cas, voilà, permis de s'en rapprocher, finalement, derrière, les chances ne sont pas les mêmes pour avancer». Merci beaucoup Fabienne pour ce premier regard. Je reviendrai après Oui, sur parce que la j'ai suite. encore énormément de choses à dire. Je pense qu'il faut effectivement ne pas être Oui, trop long, mais oui, effectivement, c'est oui. une première réaction. Mais ce qui est très intéressant dans ce premier regard que vous portez, c'est effectivement à l'épreuve de votre réalité, celle qui est celle des réclamations portées auprès du défenseur des droits, hein, qui, vous l'avez souligné, sont extrêmement importantes puisqu'il s'agit du premier facteur de discrimination sur le handicap et que les questions d'emploi sont extrêmement nombreuses à vous être posées, en particulier sur la question du maintien d'emploi. Et on le voit encore dans le baromètre, hein, qui est proposé par la GFIP, c'est qu'on a une persistance des représentations et des perceptions des réalités vécues par les personnes en situation de handicap qui sont assez souvent en décalage. Et je crois que le chiffre emblématique que je retiens pour ma part, c'est la représentation du handicap invisible et de la facilité perçue ou supposée de certaines personnes dans l'emploi et donc de la difficulté qu'on y associe ou qu'on y ajoute. J'aurais tendance à avoir un regard un peu plus positif parce qu'on a aussi dans le baromètre des facteurs d'espoir, à la fois les tendances qui sont, et Frédéric le soulignait particulièrement, extrêmement favorables, y compris dans ce contexte de 2020 qui est extrêmement contrasté et qui nous fait vivre finalement des montagnes russes émotionnelles, économiques et sociales. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais donner la parole à Malika Bouchiwa, présidente de la GFIP, qui, je le disais, est elle-même DRH d'entreprise, donc elle a à la fois cette double, voire triple casquette, puisqu'elle a des mandats également qui lui sont chers. Et je voulais vous poser la question, présidente, vous qui avez maintenant cette visibilité à travers ce baromètre et cette approche finalement dans le temps et la continuité des tendances qui sont marquées là extrêmement intéressantes, hein, qui nous sont proposées par François Legrand. Quelle est votre perception, vous, de cette perception du grand public et des entreprises? Comment vous lisez ces chiffres? Merci à l'IFOP, merci à Frédéric Dabi. Moi, je suis fortement marquée par la perception des dirigeants sur le regard qu'ils portent sur le maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est une perception optimiste et tant mieux. On a besoin de l'engagement des employeurs et à ce regard-là est assez intéressant. Ce qui m'a frappé, c'est le décalage. Ils estiment que la crise économique va toucher un certain nombre d'entre eux, mais par contre, au sein même de l'entreprise, ils estiment qu'ils ne seront pas touchés plus que les autres. Donc, effectivement, c'est un regard extrêmement optimiste, d'autant plus que Fabienne Jubu vient de rappeler, effectivement, le premier facteur de discrimination reste l'handicap. Et j'ai envie de dire, il faut faire attention entre la perception et la réalité des choses. Il est vrai, dans un discours d'un dirigeant ou même de n'importe quel citoyen, on ne va pas focuser pour les personnes en situation de handicap pour dire c'est les premières victimes de la crise économique. Mais qu'est-ce qu'on fait au sein des entreprises pour épargner cela? Donc, on a souvent parlé d'égalité des chances, activateur d'égalité. On a souvent parlé effectivement de l'aménagement raisonnable. Ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est de pousser les choses un peu plus loin en disant mais qu'est-ce que les entreprises mettent en œuvre pour préserver les personnes en situation de handicap au sein même de leur entreprise. Et c'est là, en fait, pour moi, qui est la vraie question, c'est
au-delà de l'engagement, qu'est-ce qu'on fait en termes de plan d'action pour préserver les personnes. Et c'est là, donc, notamment pour les moyennes et grandes entreprises, que le référent handicap prend tout son sens, pour sensibiliser les managers, pour sensibiliser la politique générale, pour mettre en place des plans d'action permettant le maintien et permettant aussi d'assurer des organisations de travail aménagées pour accueillir donc des personnes en situation de handicap. Au-delà de ça, effectivement, c'est vrai que les TPE en dessous ont tout à fait, dès qu'il y a une conviction dans l'engagement, il y a une facilité de traduction. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit un peu plus… il faut anticiper, c'est vrai que le regard est optimiste. Je vous rejoins, Véronique, et c'est la première fois qu'on a un retour aussi optimiste que ça. Donc, il faut saisir cet angle-là, à mon sens, pour aller concrétiser les choses, pour qu'on soit effectivement, on décline une politique réellement dans la réalité des choses qui permettent d'aménager les personnes en situation de handicap. Voilà mon regard. Donc, c'est vrai que je suis assez agréablement surpris par rapport au l'engagement des dirigeants. Par contre, dans la réalité des choses, effectivement, puisque je suis aussi une femme de terrain, je suis au cœur de l'entreprise. Donc, oui, tous pensent cela, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il faut qu'on soit effectivement, il faut que les employeurs, les entreprises soient très pragmatiques, très efficaces avec des plans d'action. Et on revient effectivement à cet aménagement raisonnable. On revient aussi à comment on compense l'handicap pour assurer cette égalité des chances. C'est là, à mon sens, la question. Merci, Présidente, pour cette réaction avec, en effet, plusieurs volets qui sont intéressants aussi dans les propos que vous relevez, Présidente, et que Frédéric mettait en exergue. C'est à la fois des clivages qui sont liés à la taille des entreprises, des clivages dans les représentations, des clivages qui peuvent être liés à des secteurs aussi, la variété, la diversité des secteurs d'entreprise, et puis des clivages qui ont été notés. D'ailleurs, on a une question dans le chat pour vous, Frédéric, sur le clivage générationnel dont vous avez parlé dans le grand public et qui n'a de cesse d'interroger et de surprendre, peut-être aussi d'inquiéter, parce qu'on aurait pu imaginer le contraire. D'ailleurs, moi-même, je m'attendais au clivage inverse, à vrai dire, en se disant que peut-être les jeunes générations plus habituées, on va dire, avec l'école inclusive, avec le fait d'être davantage en confrontation avec la réalité des situations de handicap, peut-être confronté aussi plus avec des réalités virtuelles et à travers les réseaux sociaux et à travers le monde. On aurait pu imaginer que la jeune génération montrerait l'exemple. Et bien, je pense qu'il faut encore compter avec les anciens pour donner la bonne parole, pour amener à la fois les bonnes pratiques et puis l'expérience. Alors là, pour le coup, l'expérience est peut-être un facteur favorable puisque, comme on le notait aussi dans le baromètre, on voit bien que l'expérience du vécu, c'est-à-dire le vécu de la proximité, d'avoir soit un collaborateur, soit un collègue en situation de handicap, donne un regard un peu amélioré, vraisemblablement plus favorable aussi, même s'il peut y avoir aussi, du fait de la proximité aussi, des vécus professionnels qui ne sont pas toujours faciles, mais néanmoins avec une approche de… Quand on est accompagné, quand on est sollicité dans l'entreprise, on a de meilleurs résultats. Moi, ce que je retiens aussi, Présidente, je me permets de le faire à votre place, c'est de dire que effectivement le baromètre souligne que quand l'AGEFIP ou ses partenaires interviennent, on voit bien qu'on gagne des points, on gagne des facilitations, on gagne de la reconnaissance du fait que le handicap n'est pas forcément un frein pour l'entreprise, n'est pas un frein pour l'activité professionnelle, mais peut être aussi finalement porteuse à la fois d'innovation, mais aussi de compétences et d'activités dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi réconfortant, on va dire, à la fois pour nos équipes, pour nos engagements, et puis aussi pour le fait que finalement, ça nous dit davantage encore. Et je le voyais aussi dans le question-réponse avec des questions de est-ce que finalement, si on allait interroger les acteurs du réseau Cap Emploi ou les acteurs, etc., engagés, je pense qu'on porte un autre regard parce que forcément, on est dans l'action. Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher justement ce grand public. Ce que je vais vous proposer, puisque nous avons la chance de compter parmi nous donc plus de 130 personnes qui sont au rendez-vous de ce webinaire ce matin, d'aller proposer à nos participants de vous poser des questions, de réagir. Et Fabienne, vous pourrez peut-être prolonger votre propos tout à l'heure à travers les différentes questions qui peuvent nous être posées.
Tout d'abord, nous avons une réaction que je souhaitais souligner, c'est celle d'Aline Favreau. Aline Favreau qui pointe que, au fond, en tant que référente handicap au sein d'un UFA, elle-même note que parfois certains parents sont eux-mêmes soit effrayés, soit inquiets du risque que comporte finalement la révélation et la reconnaissance du handicap de leur enfant dans le cadre de la formation et de l'emploi plus tard, et que ça peut être un frein pour l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, ce que Fabienne, vous pointiez pour partie. Est-ce que ces éléments vous font réagir? C'est cet élément de crainte, de risque perçu. Bien sûr, ça nous fait réagir. Donc, les parents, c'est assez protecteur, surtout avec les enfants. On est assez protecteur dans le choix de la formation et effectivement, et parce que la société, effectivement, dans sa perception, elle peut être assez crue. Donc, je crois qu'il y a une double protection que les parents portent à leur enfant, d'une part par rapport aux collègues donc de l'environnement de l'école, et de deux, effectivement, par rapport aux chances. Comment je multiplie les chances? Et lorsqu'on regarde que ça reste quand même le premier facteur de discrimination, donc on est un peu sur la défensive. Donc il faut beaucoup de pédagogie, et c'est pour ça que avec notamment le réseau des référents handicap au sein de la GIFIP, on a développé énormément ce réseau pour qu'on soit dans le partage, pour partager les éléments de langage. Il faut effectivement donc essayer de lever le frein, et pour lever le frein, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'exemples, des contre-exemples, des enfants qui ont pu effectivement dévoiler leur handicap et qui a super bien marché à l'école et super bien marché en entreprise. Il faut effectivement faire des success stories avec des témoignages qui ont marché. Il faut à tout prix lever ce plafond de verre qui peut être auprès de la personne et auprès effectivement de l'environnement. Mais je comprends effectivement cette attitude-là. Il faut à chaque fois donc convaincre, à chaque fois pousser les portes. Et vous pouvez compter effectivement sur le réseau référent handicap pour partager ce type d'échange, partager ce type d'expérience afin de maximiser l'opportunité de dévoiler et sans mettre en avant, mais de permettre aux personnes effectivement d'être eux-mêmes, et la qualification en tant qu'une personne en situation de handicap ne doit pas être effectivement un frein. Merci, Présidente. Fabienne, vous voulez réagir? Non, je partage complètement ce que vient de dire la Présidente. Peut-être simplement ajouter que l'attitude des parents peut tout à fait se comprendre, s'expliquer par les difficultés auxquelles ces parents auxquels ils sont confrontés depuis le plus jeune âge de leur enfant, hein, qui, de fait, se retrouvent régulièrement confrontés à des difficultés, des barrières, que ce soit dans l'accès à l'éducation et après dans l'accès à la formation et autres. Et de fait, hein, on peut constater, nous, dans les situations que nous traitons aussi, beaucoup de difficultés s'agissant de l'accès à l'éducation, de l'accès à l'instruction. Et donc, ce rôle que jouent les parents de protection, de surprotection, parfois, peut tout à fait aussi se comprendre au regard des difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis la naissance de leur enfant, bien souvent. Merci Fabienne pour cette réaction. Frédéric Dabi, nous avons plusieurs questions qui sont posées dans la partie questions-réponses, avec des questions qui sont assez intéressantes parce que les résultats ont soulevé des interrogations à la fois sur finalement est-ce que cette évolution positive, alors elle vaut pour nos trois interlocuteurs, mais Frédéric, je vais vous la poser. Est-ce que ces évolutions positives relèvent pour vous d'un changement de regard ou bien d'un discours politiquement correct? Est-ce qu'on fait du handy-washing en disant finalement que ce monde merveilleux est plein d'opportunités pour les personnes en situation de handicap et qu'on est prêt à les recruter, mais en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça? Ou est-ce qu'on a un vrai changement de regard et peut-être revenir sur les éléments de méthode qui vous permettent d'avoir justement ce regard-là. Et puis, justement, un regard également, une autre question qui nous vient de Jean-Yves Vinard, qui lui se dit profondément
interrogatif parce que cette facilité, notamment pour les personnes présentant une déficience auditive, finalement, lui, dans sa connaissance en tant que représentant d'Unanime, en fait, a vécu extrêmement différent. Et c'est assez intéressant de voir votre regard, quel regard vous portez sur cet écart entre nos participants et les résultats. C'est souvent un grand classique dans les enquêtes d'opinion qui est je m'y retrouve ou bien je ne m'y retrouve pas parce que dans mon entourage, je n'ai pas ce même ressenti. Ce qu'a dit M. Linard, déjà, la question, si on se met sur la question en tant que telle, la facilité d'intégration en fonction de la nature du handicap, sur la hiérarchie du plutôt facile, un handicap auditif arrive en tête, mais c'est quand même avec seulement 51%. Ça veut dire pour une personne, pour une personne sur deux, qu'elle soit dirigeante, salariée ou grand public, ce n'est pas facile. Donc, ça, voilà, on n'est pas sur un résultat plébiscitaire, c'est le moins que l'on puisse dire. On a quand même des résultats qui sont relativement, partagés. Et le niveau de facilité d'intégration sur le handicap, c'est une maladie invalidante et c'est 55% chez les dirigeants. Ça veut dire que pour 45% d'entre eux, ce n'est pas facile. Donc, attention, on n'est pas sur une logique électorale qui voudrait dire tout ce qui dépasse 50%, c'est que tout va bien et il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, sur l'évolution majeure, c'est-à-dire un regard en amélioration chez les salariés, en légère amélioration et en forte amélioration chez les dirigeants, je vais être relativement prudent. On a le même dispositif méthodologique, quasiment là depuis maintenant 3 ans, depuis 2 ans, depuis 2018, c'est la 3e édition. On a exactement le même temps d'interrogation, le même protocole, le même terrain téléphonique, la même temporalité. Ça ne veut pas dire que, oui, il peut y avoir des marges d'erreur, il peut y avoir un mouvement positif que par le jeu des résultats qui est un petit peu amplifié, mais je dirais que les invariants restent quand même relativement fixes. Il y a beaucoup de résultats qui ne bougent pas. L'année dernière, au contraire, on avait eu, et je me souviens de nos échanges en novembre et en décembre, une certaine déception sur des résultats en dégradation chez les dirigeants d'entreprises. Ce qui est quand même ce qui me paraît assez intéressant cette fois-ci, ce n'est pas qu'un simple rattrapage des baisses constatées l'année dernière, c'est plutôt un retour à des niveaux jamais vus, même meilleurs encore qu'en 2018. Tout ça me fait dire qu'il y a peut-être une tendance de fond. Est-ce qu'il y a une tendance dans un contexte où la question de l'emploi revient dans les préoccupations des Français? N'oublions pas, 2018, 2019, ce sont des périodes où dans le discours spontané des Français, l'emploi comme préoccupation, je ne dirais pas que ça disparaît, je dirais que c'est très fortement marginalisé par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à d'autres questions. Là, vous avez vu les enquêtes de l'IFOP du mois de septembre, où bien sûr la santé est la première des préoccupations, la délinquance explose, mais contexte de crise oblige, le pouvoir d'achat est relégué derrière l'emploi. Il y a peut-être une plus grande attention, un plus grand concernement, j'aime pas ce terme, du grand public, des salariés et donc des dirigeants sur la question de l'emploi. Mais la meilleure réponse qu'il faudra voir, c'est pas pour pousser à la consommation, mais on a le temps d'ici 1 an, c'est voir la vague 4, voir si les mouvements vus en 2018-2020 sont confirmés en 2021, ou plutôt 2021, sans doute malheureusement un chômage de masse qui va être plus fort qu'aujourd'hui, il va y avoir un phénomène de tri chez les dirigeants d'entreprise et un moindre intérêt sur la question de l'insertion des personnes en situation de handicap. Ouais, vous avez raison, Frédéric. C'est tout l'intérêt de cette dimension barométrique, c'est-à-dire d'une année sur l'autre de mesurer les évolutions des tendances et de mesurer effectivement si on est sur une inflexion temporaire liée à une conjoncture, on va dire, qui est plus ou moins marquante pour les uns et les autres, ou bien une vraie tendance de fond qui répond à ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire faire changer de regard. Et quand on arrête, c'est une terminologie qu'on n'arrête pas de susurrer, et le changement de regard, on essaie de le mesurer là. Et c'est vrai que ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est année après année de pouvoir mesurer ces évolutions et en tendance se dire qu'on progresse. Et effectivement, on est bien dans une logique qui est de sentir ces évolutions et non pas, évidemment, de se dire dans tous les cas, pour ces publics-là, parce que là, nous-mêmes, on tomberait dans le stéréotype, c'est plus facile. C'est simplement la perception, on est bien d'accord, on est bien sur de la perception. Ce que je vais vous proposer, c'est, je vais proposer à Emmanuel Dalseco, qui est journaliste à handicap.fr, de nous poser une question. Emmanuel, vous êtes parmi nous ?
Emmanuel? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Emmanuel, En à fait, vous c'est la parole. Cassandre Rogerey, sa collègue, pour handicap.fr aussi. Je ne sais pas D'accord, très pourquoi bien. c'est son nom qui apparaît. Oui, en fait, tout à l'heure, Frédéric Dabi soulignait la difficulté particulière pour les employeurs d'embaucher des personnes en situation de handicap mental et psychique. On voit des dizaines de campagnes de sensibilisation qui naissent chaque jour pour changer la donne, pour briser les idées reçues, mais apparemment, ça ne fonctionne pas encore assez concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne définitivement? Très bonne question, Alexandra. Je ne sais pas, est-ce que présidente Fabienne, Frédéric, vous avez des idées? Après, ce qui est assez intéressant, on voit notamment la loi qui a donné naissance à ce quota, hein. Certes, effectivement, on peut être contre le quota, mais il a quand même participé à émerger au sein des entreprises, donc une volonté d'insérer des personnes en situation de handicap. Quand on fait le bilan, nous sommes à peine à 3,5, d'accord? 3,5, vous allez me dire, on est loin de 6%. Tout dépend où est-ce qu'on se place. Lorsqu'on se place aujourd'hui, on se dit effectivement, on peut faire beaucoup mieux. Mais si on regarde avec un rétroviseur, on voit effectivement que cette évolution s'est déroulée sur les 10 dernières années. Donc la difficulté est celle-ci. Changer le regard, ce n'est pas un changement d'une manière semestrielle, annuelle ou triennale. Donc c'est une politique de longue haleine. Et c'est une politique de longue haleine, effectivement, on peut dire que la Covid peut être une opportunité en termes de changement de mentalité. On peut avoir un autre regard, et notamment Frédéric Dabi l'a souligné. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat, ça a été toujours la préoccupation numéro 1, et comme par hasard, effectivement, il ne l'est plus, on est beaucoup orienté sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a l'opportunité pour changer effectivement notre regard sur l'handicap invisible? Pourquoi pas? Et je l'englobe, hein, parce qu'il y a effectivement il y a pas mal de formes d'handicap psychique, cognitif, etc. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas eu beaucoup de campagnes là-dessus. Quand on regarde effectivement dans l'historique de l'handicap, on a été énormément orienté sur l'handicap, on va dire, physique. Mais par contre, l'handicap invisible, y compris dans l'entreprise, je vous donne un peu ma perception, est très méconnu. Et d'ailleurs, les enquêtes le disent, il y a une évolution, mais donc changer de regard, donc il faut sensibiliser au quotidien, et sensibiliser au quotidien le grand public, mais aussi les acteurs de l'emploi. Autant les acteurs de la société ont un regard sur l'handicap invisible, un regard effectivement citoyen, etc., autant les entreprises en disant, ceux-là, excusez-moi du terme, c'est effectivement dans le médico-social. Et on est en train de leur dire, non, l'inclusion, ces personnes-là sont des personnes comme les autres, ils peuvent aussi être employables. Et on voit notamment certaines entreprises comme Andros ou d'autres, effectivement, qui ont déployé des programmes, notamment pour intégrer des personnes autistes. Et cela, ça reste extrêmement nouveau, malheureusement. Donc, pour moi, on n'est pas encore prêt, et donc il faut continuer à changer ce regard. Merci, présidente. Fabienne? Oui, ce que je voudrais dire là aussi, c'est que le fait de comment mieux accompagner, je donnerai je donnerai comme exemple la manière dont nous traitons les situations. Juste pour dire que notre première démarche, hein, quand nous sommes saisis d'une difficulté, notre première démarche est de nous rapprocher des employeurs pour essayer de trouver les solutions pour régler la situation dont on est saisi. Pourquoi je dis ça? Parce que ce dont on s'aperçoit en réalité quand nous nous rapprochons des employeurs en général, quand même globalement, oui, on constate ce changement de regard, hein. Il n'y a plus comme avant cette espèce d'inquiétude a priori, mais ce que nous constatons, c'est que c'est parfois le désarroi, le fait que les employeurs ne savent pas très bien comment faire. Et quand on réfléchit avec eux sur le comment mieux faire, comment mieux accompagner, quel est le fameux aménagement auquel il faut penser avant de se focaliser sur la représentation qu'on a de telle forme de handicap, mais justement de voir au-delà de cela les compétences, les capacités de la personne, et rappeler aux employeurs qu'il y a effectivement ces aménagements qui peuvent, avec l'aide de la GEFIP, puisque la GEFIP intervient beaucoup dans les aménagements à mettre en place. Donc, une fois qu'on explique ça et qu'on bat aussi
qu'on essaye d'expliquer à l'employeur que mais non, ça ne coûte pas forcément cher, parce qu'il y a ça aussi qui fait qu'il y a ces freins sur la représentation. Le handicap, ça coûte cher. On va avoir une personne qui va, on le voit bien dans l'enquête d'ailleurs, ne pas savoir faire les tâches courantes. Mais oui, elle ne sait pas les faire peut-être, mais si on lui donne les moyens et les aménagements, peut-être qu'elle saura les faire. Donc en réalité, ce changement de regard, il s'accompagne, mais il doit s'accompagner en permanence quand on travaille avec les employeurs pour vraiment démystifier la représentation du handicap, faire tomber effectivement, je vous disais, le fait que ça ne coûte pas forcément trop cher. Ce n'est pas ça le sujet, mais il y a des réponses. Et des réponses, en fait, souvent, c'est des réponses assez simples. Et quand on y réfléchit ensemble, finalement, on trouve des solutions. Et je pense qu'avec cette approche, ça permet quand même de faire bouger le regard sur le handicap et sur ce qu'on peut imaginer être le handicap. Puisque j'ai la parole, je me permets juste d'intervenir parce qu'on a évoqué justement le regard sur le handicap et la perception du handicap. Et moi, dans l'enquête, il y a quelque chose qui m'a quand même interrogée au-delà du handicap auditif sur… on a bien compris qu'il ne s'agissait pas de dire que tout allait bien ou que tout n'allait pas bien. Mais j'étais quand même assez surprise du résultat de la perception, en tout cas, sur les maladies invalidantes. Parce que ce sont vraiment des situations, là pour le coup, extrêmement récurrentes, pour lesquelles nous sommes sans arrêt amenés à intervenir et vraiment, c'est vraiment probablement les situations pour lesquelles il y a le plus de discrimination. Quand je dis ça, c'est les personnes qui sont concernées par une maladie invalidante en cours d'emploi, donc qui se traduit par une aggravation ou la survenance d'une maladie. Et ce qui se passe alors de manière assez classique, c'est la maladie se déclare, la personne revient travailler, les aménagements préconisés par le médecin du travail ne sont pas mis en place. Ça se traduit par une aggravation de l'état de santé, qui est aggravation donne lieu à une inaptitude et au bout du bout, on se retrouve avec une personne qui est licenciée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, est très, très fort. Donc oui, ça m'a un peu quand même interrogée sur le fait que finalement, on pense que ce n'est pas un problème que d'intégrer les personnes avec une maladie invalidante. En réalité, elles sont vraiment confrontées à de grosses difficultés. Et ça rejoint le handicap invisible parce que souvent, ces maladies invalidantes sont des handicaps invisibles et c'est extrêmement compliqué pour les personnes. Oui, alors c'est effectivement ce que vous soulignez, Fabienne, vient renforcer en fait plusieurs aspects, hein, peut-être pour apporter aussi des éléments de réponse à nos participants. C'est de dire que même si, comme le notait Alexandra, il y a des dizaines de campagnes, mais il y a des centaines d'années de représentation. Et donc, des dizaines de campagnes ne font pas lever les barrières des centaines d'années de représentation. En particulier, je voyais des questions qui émanaient de nos collègues de l'UNAFAM, par exemple, et qui sont confrontés de plein fouet à ces représentations du handicap psychique et de la folie notamment, et du regard que l'on porte sur ces pathologies ou sur ces personnes. Et forcément que c'est un travail de longue haleine que de lutter contre les représentations sur les situations de handicap, parce que même quand on a un handicap psychique, on ne vit pas nécessairement le même type d'une personne à l'autre, parce qu'on n'a pas la même maladie, parce qu'on n'a pas les mêmes conséquences, et qu'on n'a pas le même traitement, et qu'on ne vit pas de la même manière le traitement, et qu'on n'a pas forcément le même environnement. Et donc, je crois que c'est toujours le sujet qui est crucial, hein, c'est que finalement, comment on contextualise le sujet, comment on informe, comment on met en capacité finalement de se rencontrer et comment on accompagne la rencontre. Le cas échéant, c'est un enjeu pour la GFIP extrêmement fort, à la fois d'accompagner la communication, d'accompagner la personne en situation de handicap pour finalement rassurer aussi, lui permettre finalement de mettre en avant non seulement sa capacité de travail, mais aussi ses compétences, et de pouvoir la mettre en capacité finalement d'exercer au mieux son activité, d'accompagner l'entreprise. Et c'est
de pouvoir aussi accompagner le collectif de travail. Et on avait des questions, et peut-être je me tournerai vers la présidente sur le sujet, puisqu'on avait des questions qui étaient posées autour finalement du rôle des managers, du rôle des RH, de la formation des dirigeants. Et il me semble qu'on a un vrai sujet autour de ça, d'accompagnement des référents dans l'entreprise, mais aussi finalement de ceux qui gèrent au quotidien finalement leurs ressources humaines. Oui. Présidente ? Oui, absolument. Donc, je crois qu'aussi, en fait, il faut arrêter de piloter d'une part une politique des ressources humaines, d'un côté, une politique handicap via une mission handicap. On parle d'inclusion, donc à mon sens, effectivement, il faut effectivement centraliser la question handicap au sein de la politique des ressources humaines, au sein de la politique stratégique de l'entreprise. Il faut que ça soit effectivement au cœur de la stratégie de l'entreprise pour effectivement que tous les process en découlent. Il faut qu'on arrête effectivement d'avoir des référentiels de compétences de l'autre et expliquer à un manager, vous savez, si vous allez prendre effectivement une personne en situation de handicap qui nécessite un aménagement de poste, on doit effectivement consacrer du temps, consacrer de l'accompagnement, consacrer effectivement des efforts. Il faut dès le départ dans les référentiels des compétences qu'il y a effectivement qu'on arrive à intégrer effectivement donc des dispositifs qui permettent aux managers de pouvoir recruter. Dans n'importe quelle entreprise, peu importe de moyenne à la plus grande, c'est vrai que ce n'est pas le cas dans le TPE parce que il n'y a pas une politique RH, c'est le patron lui-même qui assure effectivement auprès des 5 salariés le recrutement, l'aménagement, donc il y a une rapidité d'exécution. Mais toute entreprise effectivement de plus de 20 salariés, il faut effectivement se poser la question autrement, c'est de donner les clés aux managers parce que c'est les managers de proximité qui assurent d'une part le recrutement, qui assurent d'une part le maintien de l'emploi et qui assurent aussi l'évolution. Donc, ça reste effectivement l'évolution professionnelle, on l'a vu tout à l'heure dans la restitution par Frédéric Dabi, ça reste donc le point pour lequel on n'a pas énormément progressé. On arrive à faire cette intégration et ce maintien pour dire on arrive à maintenir, mais cette évolution de carrière reste effectivement un frein. Et on voit très bien que c'est les managers de proximité qui en assurent les promotions. On n'a pas des concours au sein des entreprises, comme à la fonction publique, vous devez concourir. Effectivement, on a une sélection qui se fait au regard d'une copie. Donc, il y a automatiquement une évaluation des compétences et une projection de ces compétences. Donc, il est essentiel, donc, au-delà des formations, de doter le manager d'un outillage simple et efficace qui permet effectivement d'assurer l'ambition de la politique handicap de l'entreprise. Autre point, donc, qui est assez, à mon sens, assez important pour donner une dynamique en fait, de la politique handicap au sein des entreprises, c'est que automatiquement tous les parcours de qualification de formation intègrent donc la dimension handicap. On le sait très bien, notamment avec le partenariat que la GIFIP a effectué avec l'université de Créteil. Ce n'est pas une chose facile. C'est toujours un module qu'on va acheter, un module diversité, un diplôme diversité. Et il me semble aussi que le secteur de l'éducation nationale, avec l'aspect pédagogique, doivent effectivement intégrer aussi l'handicap dans le cadre effectivement de l'enseignement du management. Il faut que toutes les écoles de management, on ne doit pas, entre guillemets, acheter ou inscrire un module spécifique handicap, il faut déjà, dans le cycle de management, qu'on intègre le management de la diversité d'une manière assez générale. Donc, et là-dessus, on est assez convaincu au sein de la GIFIP. Donc, l'handicap, c'est aussi une force donc, de diversité, une forme de diversité, une pédagogie de manager une diversité qu'on peut en même temps l'assurer pour intégrer des femmes, pour maintien des seniors, pour intégrer des jeunes. Et donc, et là-dessus, il y a aussi un effort qui doit être fait par les cursus en fait universitaires, donc qui assurent donc la formation des futurs managers, donc des jeunes qui sont notamment la relève de demain, qui assurent effectivement ce regard, ce management de la diversité doit être inclus. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais peut-être que je vais laisser après. Non, voilà. vous avez tout à fait bien exprimé les choses, Présidente, puisque en fait, je m'apprêtais à vous dire que ce lien que vous faites entre la formation initiale, la formation des managers, mais aussi la formation des jeunes, revient à plusieurs reprises dans la partie chat et questions-réponses,
qui est comment demain on peut mieux travailler avec l'éducation nationale pour finalement faire en sorte que ce clivage générationnel qu'évoquait Frédéric ne soit pas un frein durable à l'accès et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. C'est comment, au fond, on fait comprendre à ces jeunes générations que le handicap est aussi une source d'opportunité, comme on le voit dans le baromètre, et puis aussi une façon de voir de nouvelles façons de travailler, de coopérer, et puis d'utiliser les nouvelles technologies, d'utiliser tous les moyens qui permettent les aménagements de postes, qui sont souvent dans l'ignorance de l'existence, au fond, qui sont vraiment des leviers puissants. On a également des réactions qui sont assez intéressantes par rapport à des pratiques. Il y a un spectateur anonyme qui nous dit, qui nous parle de surcharge et finalement de mauvaise gestion dans l'entreprise, c'est-à-dire que finalement la surcharge liée à un mauvais positionnement d'un collaborateur ou un non-accompagnement d'un collaborateur qui finalement repose sur le collectif et qui devient in fine plus une difficulté pour le collectif, d'où l'importance d'accompagner effectivement, de former, d'accompagner, de faire évoluer les pratiques dans l'entreprise, de faire en sorte que le sujet ne soit pas un sujet mis de côté, mais bien un sujet traité, accompagné, soutenu. Et en ce sens, à la fois les différents leviers, les outils qui existent aujourd'hui auprès du service public de l'emploi avec Pôle emploi ou avec Cap emploi, avec les missions locales, mais aussi avec les partenaires et prestataires de la GFIP. Je pense par exemple aux prestations d'appui spécifiques qui viennent accompagner individuellement les parcours des personnes en situation de handicap et pointer finalement les besoins de compensation et les aider à la mise en œuvre de cette compensation effective pour qu'on ait finalement une bonne prise en compte dans l'entreprise de la situation de handicap. Le fait de développer l'emploi accompagné, c'est aussi une façon de proposer finalement un juste accompagnement ou un aménagement raisonnable qui n'est pas un aménagement, on va dire, technique, matériel, mais un aménagement humain. Et cet aménagement humain auquel correspond l'emploi accompagné, c'est une façon aussi de faire en sorte, non pas de sous-traiter le sujet, mais de l'accompagner et de lui permettre de s'épanouir dans l'entreprise avec, on va dire, les bons appuis qui vont bien au bon endroit pour l'entreprise, pour le collectif, pour le collaborateur et pour la sécurisation de son parcours dans le temps. Et ça, c'est vraiment des sujets qui nous paraissent, qui reviennent beaucoup dans le chat, avec beaucoup de questions sur la réelle appréhension, le fait que parfois on fait un peu court dans l'entreprise. On a aujourd'hui parmi nous beaucoup de représentants d'organisations syndicales, d'entreprises qui témoignent. Et je trouve assez intéressant de voir toute cette partie très dynamique, et merci à tous pour ces apports au niveau du chat, parce qu'on voit bien que beaucoup de questions sont posées, beaucoup de questions restent sur à la fois les complexités de certains dispositifs. On parle des MDPH et j'espère que la feuille de route des MDPH qui a été annoncée il y a un mois va permettre justement d'accélérer, de faciliter, de simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Le fait qu'il y ait aujourd'hui aussi un site, Mon Parcours Handicap, qui permet de capitaliser de l'information au global pour les personnes, c'est aussi un sujet important. Fabienne, vous voulez réagir? Je vous voyais trépigner. Oui, non, je suis très intéressée par ce que vous disiez à l'instant. Non, peut-être juste, je rajouterais peut-être un élément qui est aussi déterminant. Alors, forcément, le collectif de travail est très important. Et peut-être justement faisant le lien entre le handicap invisible, le fait que parfois, parce que le handicap n'est pas visible, que le collectif de travail se retrouve dans cette situation où il se sent finalement sans comprendre pourquoi. Parce que le handicap n'est pas visible, donc pourquoi face à une nouvelle charge de travail, on lui demande enfin voilà, la réorganisation des tâches et autres. Donc ça, effectivement, tout ça, ça s'accompagne parce que le handicap invisible a aussi, c'est ça que je voulais rajouter, un effet pervers, c'est que derrière, la personne n'est pas tenue de révéler son handicap. Si elle ne le révèle pas, ça veut dire que si elle n'est pas en confiance aussi pour révéler ce handicap, de fait, on ne va pas mettre en place les mesures d'aménagement qui vont avec, et par conséquent, le collectif de travail va se retrouver dans une situation sans pouvoir expliquer pourquoi il est confronté à cette difficulté. Donc, je pense que l'une des clés qui est la confiance que la personne doit avoir, la personne elle-même concernée doit avoir pour
considérer qu'elle peut parler de son handicap, qu'elle peut en faire état et que derrière, ce sera bien repris, bien expliqué au collectif de travail, de manière à ce que derrière, oui, effectivement, en termes de réorganisation des tâches, par exemple, elle ne soit pas considérée comme étant à l'origine d'une surcharge de travail. Et ça, on le voit assez souvent. Donc, la confiance, c'est effectivement un élément déterminant. Oui, la confiance, l'accompagnement, l'information. Voilà, ça va On ensemble. le voit bien, hein, on a beaucoup de questions de à qui on s'adresse, comment on peut faire, Voilà. beaucoup de sujets aussi autour du job coaching, de l'accompagnement, avec la possibilité effectivement d'avoir les bons accompagnements au bon endroit. Alors le job coaching, c'est une réponse, c'est pas la seule réponse, hein, mais c'est une des réponses. La présidente le soulignait, hein, la formation, je pense qu'on en est tous convaincus. On a vraiment un enjeu fondamental de travailler sur la formation de l'ensemble des collectifs et des collaborateurs pour pouvoir justement performer. Et puis l'accompagnement, j'ai vu aussi une réaction aussi sur finalement le partage de pratiques, de bonnes pratiques. Alors c'est aussi une des actions chères à la GFIP, hein, avec la structuration notamment d'un réseau de référents handicap, hein, qui permet de faire ce travail de capitalisation, de partage, d'échange de pratiques, de bons tuyaux finalement aussi, de façon appropriée pour accompagner à la fois les dirigeants, les managers de proximité dont parlait la présidente, mais aussi finalement les collaborateurs, parce que on est tous avec nos particularités, nos parcours, et parfois on peut avoir une mauvaise appréhension d'un certain nombre de sujets, et il suffit d'avoir une bonne information à un bon moment. Et c'est vrai que là, c'est une des questions qui nous est posée, c'est finalement, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de sites, finalement, la fiabilité, réinterrogeant la fiabilité, l'intérêt. Donc c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure, j'évoquais bien évidemment Mon Parcours Handicap, qui est une plateforme nationale partagée avec nos collègues des autres organisations portées par la CNSA et par la Caisse des dépôts, auxquelles la GFIP contribue très directement. Mais vous pouvez tout à fait vous référer au site de la GFIP, qui est aussi une très bonne référence en la matière, et au site du Défenseur des droits, qui est aussi illustratif de beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir voir tous les aspects, hein, pas simplement là où ça se passe bien, mais là où ça se passe mal, pour réguler et travailler à ce que ça se passe beaucoup mieux. On a bien évidemment des questions qui se posent. Alors, je ne sais pas si on est en capacité de répondre ici, parce qu'il y a relativement peu d'études sur le sujet. On a une question qui a été posée sur la disparition et la suppression par la loi de 2005 des catégories de handicap, et en particulier de la catégorie 3, celle qui était considérée comme des personnes très lourdement handicapées, qui était remplacée par la fameuse reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui n'est pas très jolie, mais qui met bien en visibilité que parfois il faut agir peut-être avec plus de moyens, plus d'engagement pour certaines typologies de handicap qui peuvent amener soit un accompagnement très, très renforcé, soit une productivité moins importante du fait de la lourdeur du handicap ou de la sévérité du handicap. J'aimerais mieux ce terme, qui me paraît plus adapté, et qui interroge l'effet de cette disparition. Alors, je ne sais pas si vous êtes en capacité de répondre, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu des études sur le sujet. Moi, ma connaissance, ce que je sais, c'est qu'il y a environ 10 000 reconnaissances de lourdeur du handicap qui sont effectives, qu'il y a eu beaucoup de simplifications qui ont été amenées pour permettre l'automatisation des reconnaissances de lourdeur du handicap. Mais c'est vrai que Fabienne, est-ce que vous avez, vous, des retours sur le sujet ? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que finalement, ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction, hein, de nos échanges tout à l'heure. C'est vrai que la crainte qui est exprimée avec cette suppression de la catégorie 3, c'est-à-dire en fait, donc, pour le calcul des unités, hein, pour l'obligation d'emploi, ça peut finalement être mis en vis-à-vis de l'obligation d'emploi, et aujourd'hui le fait que les employeurs peuvent finalement remplir leur obligation sans nécessairement aller vers les handicaps les plus sévères, hein, comme vous le disiez à l'instant. Et là, effectivement, ça interroge. Est-ce que cette suppression n'a pas eu des effets sur le profil
des personnes susceptibles d'être embauchées ou maintenues en emploi au regard justement du fait que quel est l'intérêt pour l'employeur? Mais ça, j'aime bien poser les questions de cette façon-là, même si c'est un peu caricatural, hein, je vous l'accorde. Mais bon, quel est l'intérêt pour l'employeur d'aller chercher des personnes plus sévèrement handicapées pendant que finalement son obligation d'emploi peut être remplie en embauchant des personnes avec un handicap moins sévère. Voilà, donc c'est comme ça que la question aujourd'hui peut se poser. Je n'ai pas la réponse, hein. Ce serait intéressant, effectivement, de savoir s'il y a eu des traductions de cet ordre-là, sachant que la reconnaissance de lourdeur de handicap arrive, mais je dirais dans un deuxième temps, c'est-à-dire dès lors que la personne a décidé d'embaucher, et là, il y a une possibilité effectivement d'accompagner l'emploi des personnes, mais ce n'est pas forcément la première intention, en fait. Donc, c'est en ça que je pense… Bon, voilà. Mais ce serait intéressant, effectivement, de voir depuis 2005 l'évolution du profil des personnes qui sont embauchées au titre de l'obligation d'emploi. J'ai 2 dernières petites questions avant que l'on se quitte. Première question, en fait, sur les petites entreprises. On a des remarques en disant que dans les petites entreprises, on n'a pas toujours des RH dans l'entreprise. Et du coup, finalement, comment faire pour approcher cette myriade de TPE, de PME? Quelle réponse on peut leur apporter? Présidente, vous avez… voilà, je vous laisse la parole. Il y a 2 approches pour les TPE. La première, c'est une approche via la fédération, parce que la plupart des TPE adhèrent quand même à la branche professionnelle, donc, qui est assez active donc, pour assurer effectivement un service donc, auprès de TPE. Donc, il faut que les branches professionnelles, et d'ailleurs, on fait ce travail avec la GIFIP, on a toute une approche avec les branches professionnelles pour qu'on puisse les mobiliser sur les questions de l'handicap et notamment, effectivement, la plupart d'entre elles commencent effectivement à s'intéresser au sujet avec une dimension diversité de plus en plus présente. Deuxième approche pour les TPE, c'est une approche via la filière d'experts comptables. Donc, tous ont besoin effectivement d'un cabinet d'experts comptables qui assure effectivement l'édition de leur bulletin de salaire. Et là aussi, donc, on a aussi une approche menée notamment avec le secrétariat d'État pour mobiliser en fait les experts comptables pour impulser auprès des patrons, donc des artisans, donc un regard autre. Donc ne payez pas la charge sociale, cette contribution, il faut effectivement, au lieu de la payer bêtement, il faut effectivement la favoriser pour insérer des personnes en situation de handicap. Néanmoins, je suis en phase avec vous, il faut qu'on maximise nos relais en termes de communication. Le rapprochement Pôle emploi, Cap emploi va permettre aussi de proposer des personnes en situation de handicap de plus en plus donc, auprès donc, de ces patrons. Il faut aussi, au-delà, avec des campagnes de communication, avec notamment, nous avons un réseau en fait, donc au sein de la GIFIP de mobilisation du monde économique et social. On souhaite aussi déclencher donc un regard assez offensif pour approcher les entreprises et communiquer. Donc on le voit très bien, donc communiquer énormément. On le voit notamment avec France Relance, donc le conseil d'administration de la GIFIP a déployé donc des aides incitatives, y compris financières en période de crise. On voit effectivement que la communication, c'est l'atout essentiel. Au-delà de la communication grand public, on est assez présent avec nos directions régionales pour communiquer sur les bassins économiques, pour impulser cette communication auprès des TPE. Merci, Présidente, pour cette dernière remarque. Vous dire également qu'on avait une réflexion assez intéressante de Myriam Tessy qui nous évoquait en fait un sujet que Fabienne vous avez évoqué, c'est finalement l'impact des maladies dites invalidantes sur le parcours de vie des personnes qui ne sont pas forcément des personnes qui ont eu la pathologie très tôt dans leur vie, mais plutôt dans une deuxième partie de vie, pas forcément très tard, mais possiblement, et qui sont frappés par la maladie et frappés par les impacts de la maladie, les conséquences dans l'activité, dans l'emploi, dans le parcours professionnel, parcours de vie, et donc qui réinterpellait sur finalement comment on peut mieux accompagner ces parcours-là. C'est vrai que c'est pour nous un sujet d'engagement extrêmement important. Nous avons
Nous avons en tête, bien évidemment, le fait que ces sujets sont des sujets qu'on a à cœur. Le maintien en emploi des personnes malades ou en situation de handicap, c'est un sujet majeur pour la GFIP. C'est un engagement, vous le savez, puisque c'était même le sujet de l'appel à projet innovation qui a été lancé dans le cadre de la stratégie innovation de la GFIP en 2020. C'est vraiment un sujet majeur parce qu'on sait que on a des millions de personnes qui sont concernées par des maladies invalidantes et pour lesquelles la question du maintien en emploi, la question du maintien d'une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, est un enjeu majeur, à la fois qui leur permet finalement de continuer à vivre au quotidien, mais aussi parfois aussi une façon de vivre sa situation de handicap et sa maladie à travers d'autres modalités. Donc, on a effectivement tout à fait en tête ce sujet-là. On a des partenariats et des coopérations, on a des actions. Je pense en particulier à des travaux que l'on conduit, soit sur la sclérose en plaques, soit sur l'accompagnement de personnes victimes de cancer, par exemple. Et là, on a le témoignage de la présidente de l'Union nationale des patients stomisés. On a du côté des MICI aussi des coopérations à développer pour pouvoir permettre justement d'aller plus loin sur ces sujets de représentation et faire en sorte de lever tous ces tabous qui, au fond, sont les vrais freins à l'emploi des personnes handicapées bien avant le handicap. Ces représentations, ces préjugés et ces perceptions sont les premiers freins à l'emploi pour les personnes. Et donc, j'espère que dans cette 3e édition, nous allons amener un petit peu plus d'espoir parce qu'on voit que les représentations évoluent. Moi, j'en garde cet aspect optimiste, alors volontairement, parce qu'en 2020, on a besoin d'un peu d'une pincée d'optimisme. Donc, merci à Frédéric de nous avoir apporté cette pincée d'optimisme pour cette 24e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous avez été nombreux à nous suivre et à nous accompagner toute cette matinée. Nous avons la possibilité, nous mettrons bien évidemment cette séquence en ligne sur notre chaîne YouTube AGFIP et cela permettra évidemment de pouvoir revisionner cette séquence, profiter à la fois des résultats présentés admirablement par Frédéric Dabi de l'IFOP, du regard croisé entre le défenseur des droits et le baromètre de la GFIP. Et merci encore à vous, Fabienne, pour ce partage de regards et de connaissances dont on sait, quand on connaît votre expertise et la qualité de votre regard, c'est extrêmement appréciable. Et Présidente, merci encore une fois pour à la fois le temps que vous nous accordez, votre engagement et la qualité de vos propos qui nous permet d'éclairer cette matinée. Merci à tous.